Monsieur le Président du Printemps de l'économie, cher Jean-Pascal, chère Catherine, cher Pierre-Henri, mesdames et messieurs, et surtout, chers lycéens, chers étudiants. D'abord, c'est un immense plaisir pour moi de voir dès ce matin cet hémicycle rempli à travers votre présence, et je sais que nombreux de vos collègues nous suivent à distance et je les salue toutes et tous. Je suis ravi d'accueillir une fois encore cette nouvelle édition du Printemps de l'économie, la 13e en date. Nous, le CESE, sommes partenaires depuis 2022 et je m'en réjouis au vu de la convergence des sujets traités par le printemps et des travaux de notre Assemblée. Notre Assemblée, j'aime à le rappeler, en ce moment notamment, ou tout particulièrement, a pour mission de représenter la société civile organisée, de faire dialoguer entre elles, dans cet hémicycle, des forces qui, en dehors de ces murs, ne se parleraient pas nécessairement, des agriculteurs et des environnementalistes, des employeurs et des salariés, des représentants des grandes associations et ONG, et avec pour mission principale de conseiller le gouvernement. Alors, les conseillères et les conseillers, ici, tout au long de l'année, travaillent sur des sujets proches de ceux que vous allez aborder, proches des vôtres, d'autant plus que cette édition a pour thématique action publique, nouvelle ère, nouveaux défis. Et c'est vrai que nous, ici, sur des sujets d'avenir, on essaie d'identifier des voies de passage, de trouver des terrains d'entente pour définir les conditions d'acceptabilité et de faisabilité de politiques publiques pour qu'elles répondent aux problématiques de nos concitoyens et qu'elles touchent leur cible. Alors j'ai regardé naturellement attentivement le programme et j'ai relevé que parmi les nombreux participants aux tables rondes de cette semaine, certains sont régulièrement auditionnés par notre Assemblée, par les commissions du CESE, pour leur expertise, pour leur vision des politiques publiques. Je pense à Dominique Méda, à Jésabel Coupé-Soubéran, François Ecal, ou Vincent Vicard. Et puis d'autres participants seront des membres du CESE. Je pense à Martine Vigneault, qui interviendra sur les politiques face au vieillissement de la société, à Didier Kling sur la décarbonation de l'industrie automobile, ou encore à Bernadette Groison sur l'attractivité du métier d'enseignant. C'est pour moi l'occasion de féliciter et de saluer les enseignants qui vous accompagnent. Vous pourrez d'ailleurs trouver, si vous le souhaitez, à l'entrée de l'hémicycle, nos rapports les plus récents en lien avec les thématiques abordées tout au long de cette semaine. Et puis cette année, avec le Printemps de l'économie, nous innovons puisque le CESE a conçu une session, la session 29, qui est revenue à notre commission économie et finances, présidée par Jacques Cressel, et elle portera sur une question, à mon avis, centrale. Quelle part l'État doit-il prendre dans l'action climatique ? Ce sera la session conclusive de cette édition vendredi prochain. En organisant de longue date cette édition du Printemps de l'économie, nous n'imaginions pas, enfin, je n'imaginais pas, à quel point nous aurions d'une certaine manière changé de monde avec cette tempête parfaite que représente le cumul du retour de l'inflation, de la guerre en Ukraine et de l'arrivée au pouvoir d'une administration américaine isolationniste, populiste et impérialiste. Parler d'une nouvelle ère, pour une fois, ce n'est pas se payer de mots. Cette ère, cette nouvelle ère, c'est celle dans laquelle vont devoir vivre bon nombre des jeunes générations, celle dans laquelle vous allez devoir vivre, et je m'en réjouis. Et je me dis que vous n'aurez pas trop de savoir et d'expertise pour décrypter le monde en gestation qui est en train d'émerger, qui semble entièrement ligoté par des contraintes, le poids de la dette, l'urgence écologique, l'autonomie stratégique,
la réindustrialisation, la sauvegarde de notre modèle social, le réarmement dont on parle beaucoup ces dernières semaines, la défense de la démocratie libérale face aux régimes autoritaires ou aux tentations autoritaires. L'économique, le social, le géopolitique et l'environnemental auront rarement été aussi inextricablement liés. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que vous n'aurez pas trop de savoir et d'expertise pour décrypter le monde en gestation, je l'ai dit, mais surtout pour inventer des futurs désirables, et c'est à vous que cette tâche reviendra. Je suis persuadé que ce sont de telles rencontres avec les meilleurs spécialistes et praticiens qui forgent les convictions, qui engendrent vocation et solutions, ce dont nous avons tous bien besoin. Je vous souhaite à tous une excellente matinée et au-delà, une excellente semaine. Merci de votre présence. Bonjour à tous et à toutes. Donc, chers professeurs, chers élèves, chers étudiants, merci d'être ici. Et c'est au nom de José Milano, président exécutif du groupe Omnes Éducation, et au nom de la faculté et de la recherche de ce groupe que je prends la parole. Et je voudrais simplement partager 3 points avec vous, très rapidement. Un premier point qui est celui des remerciements, parce que cet événement n'existerait pas sans, bien évidemment, l'aide du Conseil économique, social et environnemental. Donc merci Thierry Baudet pour l'accueil dans cet hémicycle. Et je voudrais vraiment insister, car vous l'avez dit à demi-mot, cet hémicycle, c'est bien l'endroit où la 3e Assemblée constitutionnelle de France se réunit pour dialoguer. Et c'est bien un lieu de dialogue. Et c'est important qu'il y ait ce lieu, et ce lieu n'existerait pas sans âme, et l'âme est apportée par les hommes et les femmes qui vont organiser cet événement. Et parmi les hommes et les femmes qui organisent l'événement, nous pouvons remercier Pierre-Pascal Boulanger, le président des économiques Turgot, Géraldine Santin et les membres du conseil scientifique du printemps de l'économie qui ont conçu cette session qui porte sur l'action publique. Donc, deuxième point, au-delà des remerciements, ce que je voudrais aussi partager avec vous, c'est le fait qu'Omnes Éducation est un mécène fidèle des printemps depuis près de 6 ans, je crois. Et nous sommes très honorés de participer avec d'autres mécènes très prestigieux à la tenue de cet événement qui est devenu un incontournable et surtout une référence dans le paysage de l'éducation citoyenne. Et ça, c'est très important. Et donc, je terminerai par le dernier point. Pourquoi, en fait, ce mécénat? C'est tout simplement parce que nous partageons un certain nombre de valeurs. Alors, le groupe partage ses valeurs, bien évidemment, avec les organisateurs, mais aussi avec tous les participants. Et parmi les participants, il faut signaler, bien évidemment, les experts, les scientifiques que vous allez rencontrer au cours des 30 sessions qui ont été organisées cette année, mais aussi les journalistes, car sans eux, il n'y aurait pas de médiation, et je tiens vraiment à le souligner. Et ces valeurs, quelles sont-elles? La première, c'est la démocratie. Je crois que c'est vraiment le point qui est important. Au-delà de la démocratie, il faut penser à l'inclusion et au dialogue, parce qu'il faut bien, justement, créer les ponts. On en a parlé. Comme pivot, je pense qu'il faut penser aussi à la lutte contre la désinformation. C'est la clé, effectivement, de la démocratie, du dialogue. Et évidemment, c'est un pivot parce que ça permet, point suivant, la transmission des savoirs et, dernière valeur, là aussi, ce qu'on pourrait appeler l'engagement et l'éducation citoyenne. Et moi, je conclurai simplement en tant que partenaire humble, parce que ce qui est important, ce sont les 30 sessions avec les personnes que vous allez rencontrer maintenant. Le slogan du printemps de l'économie, je ne sais pas si vous l'avez retenu, je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais c'est « Emparez-vous de l'économie ».
Donc aujourd'hui, emparez-vous de l'économie et emparez-vous de l'action publique, car cette action publique, c'est vous qui aussi en êtes les initiateurs. Donc apprenez, comprenez les mécanismes, comprenez les impacts et comprenez aussi les contraintes, parce que parfois c'est quand même un petit peu difficile l'action publique. Merci. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Thierry Baudet, chère Catherine, cher Pierre-Henri, directeur de Challenge, un des médias fidèles au printemps de l'économie depuis son origine, avant même que nous ne soyons connus, que nous n'ayons du succès, et on peut même dire que certains de nos amis journalistes ont accepté d'essuyer un peu les plâtres. Chers étudiants, chers lycéens et chers professeurs, le printemps de l'économie, il est né d'une rencontre avec Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, qui partageait avec Pierre Mendès France, ancien président du Conseil, qui le disait déjà en son temps, la méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie. Alors je répète tous les ans, je m'étais dit il faut innover, je vais arrêter de le répéter, mais je tiens quand même à le rappeler. Et je vous invite à saisir le printemps de l'économie avec gourmandise pour vous nourrir. À une époque où on a tendance à faire d'une opinion un fait, c'est extrêmement dangereux. Les réseaux sociaux, c'est vachement chouette. Ils sont indispensables. Mais quelquefois, en toute bonne foi, on va colporter des idées qu'on y a vues, qui n'ont pas été vérifiées. Et vous qui êtes amenés à rentrer dans les élites, puisque vous allez faire des études supérieures, quand vous allez dialoguer avec quelqu'un, que va-t-on penser de vous si tout d'un coup, votre argument, ce que vous pourriez croire comme être un argument, n'en est pas un? Pour construire sa personnalité, dans la concurrence des idées, pour les défendre, il faut savoir argumenter. Et je voudrais dire une dernière chose. Quand on vous dit, vous les jeunes, emparez-vous de l'économie, la méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie, vous pourriez dire, mais qu'est-ce qu'ils ont l'air de dire? Que nous nous méconnaissons. Ça pourrait être un propos que vous pourriez juger culpabilisant. Eh bien, je vais vous rassurer tout de suite. Je vous donne 2 exemples. Un homme jeune, qui présente très bien, qui est très populaire, notamment dans la jeunesse, grâce aux réseaux sociaux, homme politique, qui en veut. Sur un plateau de télévision extrêmement récent, à la simple question « Donald Trump veut imposer des droits de douane de 200% sur certains produits français. Si vous étiez aux affaires, que feriez-vous » Il n'a pas su répondre. Une pirouette en disant « il faut que l'Europe cesse d'être angélique ». Un propos que lui-même condamne quand d'autres hommes politiques le disent, en disant « ce n'est pas un argument », mais complètement démuni. Tout lycéen en spécialité SES sait que quand on rentre dans une époque de guerre commerciale, eh bien, quand on impose des droits de douane, on réplique par des droits de douane, même si on ne le souhaite pas. La méconnaissance en économie, elle concerne aussi nos dirigeants. Deuxième exemple, Donald Trump. Lutter contre l'inflation, élu pour ça, et voulant imposer des droits de douane qui vont entraîner une augmentation des prix. Propos totalement contradictoires. À moins qu'il n'y ait derrière un autre calcul, ce ne serait pas étonnant, et on aura l'occasion d'en parler au cours de cette édition. Merci à nos équipes fidèles. Je vous souhaite un excellent printemps de l'économie.
La parole maintenant revient à Agnès Benassi-Kéré, sous-gouverneure de la Banque de France, qui est membre du conseil scientifique du Printemps de l'économie, bien avant d'ailleurs qu'elle n'ait été sous-gouverneure. Grand soutien de notre opération, je l'en remercie. Elle devait être là pour vous présenter le thème de l'édition, avant que nous rentrions dans l'analyse historique de long terme de l'État et ensuite une analyse comparative géographique, notamment entre les modèles américains et les modèles européens, notamment d'Europe du Nord. Et elle ne peut pas être là, elle s'en excuse, elle est en ce moment au G7, elle est au Canada, avec le décalage horaire, c'était un petit peu difficile, mais elle va intervenir d'une autre manière sur nos écrans. Merci Agnès. Bonjour à tous. Je n'ai malheureusement pas pu être parmi vous physiquement ce matin en raison d'un voyage à l'étranger et j'en suis bien malheureuse car j'apprécie énormément les printemps de l'économie, le dynamisme de toutes les tables rondes, de toutes les questions, l'affluence. Je trouve ça un événement formidable et toutes mes félicitations aux organisateurs des printemps de l'économie. La Banque de France est ravie d'être associée à cet événement. Le thème de cette édition est particulièrement bienvenu, avec l'action publique mise au centre des sujets, avec un point d'exclamation, c'est urgent. Et il est particulièrement urgent pour la jeunesse de prendre connaissance des choix très importants qui sont en train d'être pris, notamment car les jeunes seront les principaux touchés par le réchauffement climatique et l'impact économique du réchauffement climatique. Je rappelle un peu les données clés. Le réseau mondial pour le verdissement du système financier, dont le secrétariat général se situe à la Banque de France, est assuré par la Banque de France. Eh bien, ce réseau mondial évalue à moins 15% à l'horizon 2050 la baisse du PIB mondial due au réchauffement climatique, si rien n'est fait par rapport aux politiques actuelles qui existent mais qui sont insuffisantes. Dans un scénario net zéro, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, les émissions de gaz à effet de serre en net seraient ramenées à zéro, la perte de PIB mondial serait ramenée à moins 8,5%, dont une toute petite partie serait due au coût de la transition énergétique. Et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que ce petit coût macroéconomique, eh bien, les gouvernements ont du mal à le mettre en œuvre, soit pour des raisons de coordination internationale, soit pour des questions d'opposition intérieure par rapport aux politiques, si on pense par exemple à la tarification carbone. Et donc ce petit coût, eh bien, il va être balayé par un gros coût qui est le coût du réchauffement et les principales victimes seront eh bien, les jeunes d'aujourd'hui. Alors, si la lutte contre le réchauffement climatique doit être la priorité, ça veut dire que d'autres politiques publiques sont moins prioritaires. Et là, je pense que c'est très important pour les jeunes d'avoir des idées claires sur la hiérarchie des politiques publiques au jour d'aujourd'hui. Si l'État au sens large, c'est-à-dire l'État central, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale doivent investir davantage, compte tenu de la situation des finances publiques, cela veut dire qu'il faut qu'elles dépensent moins pour les dépenses courantes. Et donc c'est cet arbitrage, tout ne peut pas être prioritaire et je pense que cette semaine doit être l'occasion de discuter à fond de la hiérarchie des actions publiques. Alors à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente semaine de discussion, de débat et en espérant qu'elle vous apportera aussi beaucoup de motivation pour la suite de vos études, pourquoi pas en économie. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous propose un mini intermède pour vous dire que vous pouvez poser des questions pendant notre table ronde ou à l'issue. À l'issue, pour ceux qui sont là, il y aura un micro qui circulera. Et pendant, via le hashtag Printemps de l'écho. Remercier aussi tous ceux qui nous suivent à distance. Alors, je les cite, le lycée Marianne de Créteil, le lycée Pierre d'Aragon de Muret, le lycée Paul Verlaine de Reims, le lycée Émile Zola de Châteaudun, le lycée Carnot à Paris, le lycée de Guénec à Lille, le lycée Notre-Dame de Lys et enfin les étudiants de l'INSEC à Noisy-le-Grand, à Royan, Bois-le-Roi et à Casablanca au Maroc. C'est impressionnant, vous êtes très très nombreux à distance, donc n'hésitez pas aussi à participer. Alors nous,
on a là une tâche un petit peu compliquée. C'est qu'il va falloir qu'on vous fasse en gros 1000 ans, on va s'arrêter là peut-être, d'histoire de l'État. Comment est-ce qu'il est apparu, puisqu'on va parler, c'est le thème de ce printemps de l'économie, avec notamment les arbitrages, les priorités, qu'est-ce que doit faire l'État. Eh bien, l'État, il n'est pas né de la dernière pluie, il est né quelque part, on ne sait pas très bien, vous allez nous raconter ça, peut-être sous l'Antiquité, plus probablement au Moyen-Âge, en tout cas en France. Ça dépend mais ça c'est un autre sujet, ce qu'on entend vraiment par État et État-nation. Je vous présente très brièvement nos 3 intervenants. Alors on a un mix, vous savez, moi j'ai une théorie que l'économie n'est pas une science dure, mais une science humaine, donc elle a beaucoup de points communs avec l'histoire. Et on a la chance d'avoir un grand historien de l'économie qui est là, qui est professeur à l'EHESS, Pierre-Yves Grenier. Anne-Laure Delatte, qui, elle, est professeure d'économie, qui n'est pas historienne, mais qui s'est intéressée dans un récent ouvrage à l'évolution de l'État, justement, on va dire, depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça va être très intéressant, cette perspective. Je suis directrice de recherche au CNRS. Directrice de recherche. Je suis chercheuse, en fait. Pardon, voilà. pardon. Je croyais que vous enseigniez à Dauphine. Un petit peu, d'accord. Et enfin, François Foulonneau, lui qui enseigne à la Sorbonne, je crois, et qui est, pour le coup, qui n'est pas économiste, mais qui est historien et historien médiéviste. Alors, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc, on va se projeter dans le temps. On va faire simple. On va remonter le temps. On va se projeter dans le temps. On va se projeter au Moyen-Âge. Savoir, le Moyen-Âge a une assez mauvaise image. Hein. Ça change un petit peu. Mais beaucoup de choses se sont décidées à ce moment-là, qui existent encore aujourd'hui, dont l'État, qui puise ses racines dans cette période-là. Alors, je vais vous demander, c'est un exercice extrêmement compliqué. On va faire 1000 ans en 3 fois 10 minutes. Et puis après, on va rebondir pour un peu essayer de voir cette évolution. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à l'État tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il est parfois critiqué aujourd'hui pour être trop dispendieux, trop important, etc. Alors on a démarré de temps anciens où il n'y avait pas d'État et je vais vous laisser la parole peut-être pour nous décrire les origines de l'État et à quoi il servait. Très bien. Je vous remercie, monsieur, et merci pour votre invitation. Je suis très heureux de parler ici. Alors, en termes de sciences humaines et sociales, la question de l'État dans les sociétés occidentales, elle se pose dès que les sciences humaines et sociales deviennent modernes, donc au 19e, 20e siècle. On va avoir des sociologues tels que Weber, par exemple, qui vont déjà s'emparer de cette question-ci. Et en histoire médiévale, c'est assez intéressant, notamment par rapport à l'actualité. La question de l'État, elle va permettre de construire en partie la pensée médiévale, notamment dans un pays, les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui remettent en cause, interrogent leur question à l'État. Eh bien, il y a un historien qui s'est nourri de penseurs français, notamment de médiévistes français, qui s'appelle Joseph Strayer. Et dans les années 1950-1960, il va penser la naissance de l'État en rapport avec l'économie. Ces thèses elles vont être discutées, amendées par la suite, mais c'est assez intéressant parce que cette question entre l'État et l'économie, eh bien, elle naît aux États-Unis, dans un pays qui sort victorieux du second conflit mondial, toute une génération qui s'est construite par le New Deal, par des politiques keynésiennes, et donc déjà cette question du rapport à l'État et à l'économie, elle naît dans un milieu scientifique particulier qu'il faut prendre en compte. Donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge dans les sociétés occidentales? Eh bien, on a toute une série de royaumes, de monarchies qui vont se formaliser au XIIIe, XIVe siècle, donc vraiment l'époque de Notre-Dame de Paris, du gothique florissant, si on veut mettre un bâtiment en tête. Si on veut mettre des rois de France en tête, ça va être l'époque, par exemple, eh bien, du roi Louis IX, du roi Saint-Louis. Et très concrètement, les rois, à cette époque, eh bien, vont reprendre un outil qui a été utilisé très régulièrement, que ce soit par les royaumes, les empires, et ce depuis l'Antiquité. Cet outil, c'est la monnaie. Donc là, rien de classique.
mais Saint-Louis, Louis IX, va imposer une monnaie qui va avoir cours dans tout le royaume de France. Donc, de Rouen jusqu'à Toulouse, vous pourrez commercer avec... Je fais une toute petite parenthèse, je vous interromps, c'est amusant. La Monnaie de Paris va publier ses résultats jeudi. Et la Monnaie de Paris, c'est une entreprise publique et c'est l'une des plus anciennes du monde. Elle a été créée, je crois, au 9e siècle. Donc voilà, donc on était déjà au 9e siècle. Et je crois qu'il y a une entreprise qui est plus ancienne, qui est au Japon, qui est un fabricant de saké. Mais voilà, c'était une petite parenthèse pour dire combien c'est profond. Et là aussi, enfin, on y reviendra dans ces tables rondes, mais la monnaie elle-même est mise en cause aujourd'hui avec les crypto-monnaies, etc. Donc c'est fonction régalienne. Je vous relaisse la parole. Je vous en prie. Mais tout à fait, donc c'est une institution assez ancienne et qui va reposer pour la monnaie royale eh bien, sur le bimétallisme en or et en argent. Et les rois vont pouvoir jouer au gré des conjonctures, ce qu'on fait encore aujourd'hui, eh bien, tant sur le poids en métal précieux que sur le cours de la monnaie. Et tout cela, très rapidement, par rapport au conflit, permet aux rois eh bien, d'augmenter leur budget, et cela se fait souvent au détriment de la population des royaumes. Par exemple, en 1306, il y a une émeute à Paris, une émeute à cause du prix des loyers, et tout le monde entoure le roi aujourd'hui dans le quartier du Temple. Il y avait une forteresse, le roi se retrouve assiégé par les Parisiens. Pourquoi ? Eh bien parce que le roi a augmenté le cours de la monnaie, et les Parisiens qui étaient pauvres, eh bien, maintenant se retrouvent à la peine pour payer leur loyer. Le roi doit céder. Par la suite, et je ne vais pas m'éterniser, mais vient le temps des grandes crises de la fin du Moyen-Âge, un peu ces représentations négatives sur le Moyen-Âge qui sont à relativiser, le temps de la peste, le temps de la guerre de 100 ans. Eh bien, ce temps des crises est un temps pour l'État de formalisation encore plus avancée. Je vous avais parlé de la figure du roi. Avec ce temps des crises vient aussi le temps des assemblées, puisque le roi va non seulement pouvoir jouer désormais sur la monnaie, mais va également mettre de plus en plus en place un impôt alors qualifié d'extraordinaire, et cet impôt va de facto de plus en plus se formaliser, et il va falloir mettre en place d'une certaine manière le consentement à l'impôt. Ce consentement, il est évidemment négocié. Ce consentement, il est négocié, et ces souverains, eh bien, il ne faut pas oublier que ces souverains ont une mentalité tout à fait différente de la nôtre, et un roi, par exemple, tel que Charles V, à la fin du XIVe siècle, a mis en place un système fiscal très efficace. Tout va bien, il a une armée très puissante. À sa mort, comme chrétien, il sait eh bien, que faire payer l'impôt, c'est mal, c'est mauvais pour ces sujets qui sont des chrétiens. À sa mort, il annule tout simplement, il détruit toute la structure fiscale qu'il a mis en place. Et donc cet effort est sans cesse à renouveler par les différents souverains. Et donc on voit un État qui de plus en plus eh bien, se formalise de la figure du roi et qui passe par tout un ensemble d'assemblées, d'ateliers monétaires. Voilà, mais merci beaucoup. C'est passionnant parce que là, on voit vraiment, c'est complètement d'actualité ce que vous venez de nous dire. On avait l'impression de voir les gilets jaunes, là, presque sur les premières révoltes fiscales. Et on voit que la structuration de l'État, en tout cas chez nous, en France, eh ben, c'est la fiscalité, c'est la monnaie, la fiscalité pour payer des armées. Donc on est dans ce qu'on appelle les fonctions régaliennes avec des administrations qui vont se structurer peu à peu. Et le dernier point que j'ai retenu, c'est le consentement à l'impôt, et c'est une forme de contrat qui est passé entre la population, même si on n'est pas en démocratie, hein, entre la population et le roi, donc il y a une acceptation peu ou prou de l'impôt en échange d'une protection et d'un début de service public, et ça commence par l'armée, par les guerres, sachant qu'il y a d'autres fonctions à l'époque qui sont aujourd'hui dont s'occupe l'État,
qui sont assurés par d'autres organisations, que je pense aux dispensaires que faisait l'Église, par exemple. Tout à fait. Il faut vraiment s'imaginer des monarchies qui n'ont absolument pas des capacités aussi fortes que les États actuels en Occident. Par exemple, tout ce qui va être de l'encadrement des métiers, eh bien, ça va être géré par des corporations. De la même manière, des fonctions plus sociales vont être gérées par des hospices, cette fois-ci religieux. Donc cette dimension économique, il faut aussi la prendre en compte à l'aune de facteurs sociaux et religieux. Alors, Pierre-Yves Grenier, là, on a posé les bases. Alors, vous, l'exercice est encore plus compliqué parce qu'en 10 minutes, vous allez nous expliquer comment ça va muter, on va dire, de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, et peut-être aussi, donc, avec est-ce que la Révolution française a été une rupture, et comment est-ce qu'on arrive, on va dire, à la période jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au modèle actuel qui est hérité de la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors, exercice vraiment compliqué, hein, donc je vous remercie d'avance. Oui, c'est un exercice difficile. Je vais me concentrer sur un ou deux aspects. Alors, un élément absolument central, c'est la question de la guerre. La guerre qui est à la fois un élément destructeur de l'État, puisqu'il accapare des ressources qui empêchent de construire un État, et qui en même temps, parce qu'il y a un défi financier étatique posé à l'institution, qui va favoriser la création de l'État. Alors, la guerre, si on prend les budgets d'Ancien Régime, hein, c'est-à-dire du XVIe jusqu'à la Révolution française, la guerre est toujours l'élément premier dans la dépense. Ça, c'est quelque chose qui se maintient jusqu'à la veille de la Révolution. Et le fait qu'il y ait des guerres à financer est une spécificité européenne. Sans rentrer trop dans les détails, une caractéristique de l'Europe que Montesquieu avait très bien vue, c'est que l'Europe, c'est un ensemble de petites puissances, de puissances moyennes, dont aucune l'emporte sur les autres. Conséquence, on va avoir des guerres permanentes, et c'est bien ce qui se passe dans l'histoire européenne, et ça, on n'a pas d'autre situation sur la planète qui soit équivalente. Si on prend la Chine, c'est tout l'inverse. On a un empire centralisé qui n'a comme adversaire que des populations nomades au nord de la muraille de Chine. Et du coup, ils pourront dépenser beaucoup moins pour la guerre que ne le font les États européens. Et ce rôle central de la guerre va imposer comme contrainte aux États un financement, que ce soit par les fiscalités ou que ce soit pour l'emprunt. Et dans les deux cas, ça va construire l'État. Un, par la fiscalité, ce qui a été un petit peu dit par François, c'est l'obligation d'avoir à créer un lien particulier avec les populations. Alors il y a la question du consentement de l'impôt qui n'est absolument pas réglée au XVIe siècle. Hein. La convocation des États généraux en 1570 ou celle de 1788, elle a le même objectif, hein, à savoir obtenir le consentement de l'impôt. Et ça va être un travail très compliqué. Et la construction de l'État va se faire d'abord contre les citoyens, contre les sujets du roi, et en particulier l'aristocratie, qui, elle, considère qu'elle n'a pas à payer l'impôt. Et c'est cette contrainte fiscale qui va faire que l'État, à partir de la fin du XVIIe, va imposer ce qu'on appelle un impôt universel, c'est-à-dire un impôt pour tout le monde, hein, noblesse et église incluse. Et alors ça, c'est le premier aspect, c'est que la fiscalité va construire l'État. Et le deuxième aspect, c'est l'emprunt public. Alors c'est des choses qui sont moins connues, mais les historiens travaillent beaucoup là-dessus. C'est le fait qu'on a une création de la dette publique. Et s'il y a bien une spécificité européenne dans l'histoire économique du monde, c'est d'avoir inventé la dette publique, qui commence dans les cités-États italiennes de la fin du Moyen-Âge et qui devient quelque chose d'absolument déterminant dans l'organisation de l'économie à partir du XVIe, XVIIe siècle. Mais on emprunte alors à des banquiers, on n'emprunte pas auprès de la population? Si, c'est une vraie dette publique, c'est-à-dire que l'État, via des intermédiaires, parce que l'État n'inspire pas confiance, donc il va trouver des intermédiaires comme des municipalités, des hôtels de ville, va créer l'équivalent de bons du trésor, ce qu'on appelle des rentes sur l'hôtel de ville, et qui sont vendus pour l'essentiel à la bourgeoisie, à la bourgeoisie des grandes villes, en particulier à la bourgeoisie parisienne. Et ça fonctionne, ça marche, parce que si l'État est souvent déficient, il paye malgré tout régulièrement, et ça va avoir une conséquence, c'est la création non seulement d'une dette publique, et ensuite d'un marché financier,
Et ce marché financier qui commence à fonctionner assez bien à partir du début du XVIIIe siècle va ouvrir sur des possibilités de développement économique qu'on n'aurait jamais pu avoir si la guerre n'avait pas eu cet impact considérable sur l'organisation économique. Voilà, alors on voit se dessiner en fait toutes les briques qui font de la situation actuelle, hein, avec l'emprunt public. Vous avez entendu parler de la dette publique de la France, qui est colossale, plus de 3 000 milliards d'euros. Vous avez entendu parler donc des révoltes fiscales, ça il y en a toujours. L'acceptation de l'impôt, donc vous l'avez compris, qui est à l'origine on va dire aujourd'hui, l'acceptation de l'impôt, c'est les débats, il est compliqué toujours, c'est les débats auxquels vous avez pu assister sur la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Les prémices, on est dans les états généraux, les tout prémices de ça, qu'il faut qu'il y ait une discussion quand même entre celui qui prélève l'impôt et celui qui se le fait prélever. Je voulais vous poser une question. On connaît tous Versailles, ça a coûté très très cher. Alors c'était l'argent du roi ou l'argent de l'État? Quand est-ce que commence à se faire la distinction entre les deux? Alors ça c'est très compliqué parce que le roi s'identifie à la France et l'État, là il y a la fameuse formule... La question se pose dans certains États aujourd'hui, hein. Par exemple, je pense en Arabie Saoudite, on ne sait pas très bien ce qu'est la fortune de la famille régnante et la fortune de l'État saoudien. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est précisément tout ce travail qui se fait entre XVIe et XVIIIe siècle qui est la distinction entre les affaires du roi et l'État. Et ça, c'est une affaire assez compliquée parce que les historiens, là encore récemment, et ça pour tous les pays d'Europe, sont beaucoup revenus sur l'idée que l'État apparaissait dès le Moyen-Âge et qu'on avait une institution qu'on pourrait presque objectiver dans des administrations, dans des fonctionnements, et qui était d'une certaine manière, qui avait sa propre vie, ce qui permettait de faire une sorte de continuité du Moyen-Âge à nos jours, indépendamment des régimes politiques. La France, c'est l'État, c'est la construction d'un État. Et maintenant, on insiste beaucoup plus sur l'importance des liens personnels. L'État, c'est effectivement une administration, même si l'essentiel de l'administration, elle est assurée par ce qu'on appelle des officiers, c'est-à-dire des gens qui ont acheté une charge, et donc ils ont une fonction publique, mais cette fonction publique, elles l'ont d'une certaine manière, elles se l'ont appropriée parce qu'ils ont acheté la charge. La part on pourrait dire des fonctionnaires, c'est-à-dire des vrais agents de l'État, est extrêmement réduite, vraiment jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et c'est la suppression du système des offices avec la Révolution française qui a ouvert la voie à la création d'une véritable administration. Et un changement assez lourd d'ailleurs dans le fonctionnement de l'État, puisque l'État va être responsable désormais de l'administration, de la justice et des finances en particulier. Alors, on dézoome, on se rapproche de nous. Alors, donc il y a des grandes ruptures, vous le savez tous, dans l'histoire de France. On a parlé de la Révolution française. Il y a une autre grande rupture, c'est la Première puis la Seconde Guerre mondiale. Hein, ces deux suicides collectifs de l'Europe, on va dire, au XXe siècle, qui ont chamboulé tout. Avant même la libération de la France, c'est un certain nombre d'économistes et d'intellectuels et d'hommes politiques qui réfléchissent à la reconstruction dans le cadre d'une instance qui s'appelle le Conseil national de la résistance. Et là, on va établir de nouvelles fonctions, on va repenser, si je ne me trompe pas, le rôle de l'État. Peut-être on fait un petit arrêt sur image sur cette période-là, dite de la mise en place de l'État-providence, je ne sais pas si c'est les termes appropriés, et puis ce qui s'est passé après, puisque aujourd'hui, il y a un certain nombre de dirigeants politiques et d'intellectuels qui remettent en cause ce modèle, notamment pour les raisons d'arbitrage que vient d'évoquer Agnès Benassi-Kéré. Merci. Alors, je vous laisse la parole. Et encore une fois, merci chacun de vous prêter à cet exercice, mais c'est absolument passionnant et on voit bien les lignes directrices de l'évolution de la création de l'État. Merci beaucoup et merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Donc effectivement, je suis l'économiste de service et pas du tout l'historienne, mais je vais essayer de revenir sur la très récente histoire de l'action publique en France. Ce que je note dans les interventions précédentes, c'est qu'on a parlé monnaie, on a parlé impôt,
guerre, consentement de l'impôt. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, quand je me suis posé les questions de la transformation de l'action publique, c'est exactement ces éléments-là que je suis allée regarder, documenter avec des données. Alors, au départ, ce que je vais vous présenter là, c'est les gros résultats d'un livre qui est sorti il y a 2 ans et qui ressort en poche, je me fais un peu de pub là, dans un mois, et qui s'appelle « L'État droit dans le mur ». La question que je me suis posée au départ, c'est... on sent qu'il y a eu une transformation de l'action publique au cours des 70 dernières années, mais on avait du mal à le documenter. Comme vous venez de le dire, avec la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a un État qui se redéfinit et des fonctions de l'État qui se redéfinissent, et on est en pleine reconstruction. Donc on a un État qui intervient énormément dans l'économie, notamment tout simplement pour reconstruire au départ, en faisant de la dépense publique, en s'aidant de la Banque de France, qui à ce moment-là n'est pas indépendante telle qu'elle l'est aujourd'hui. C'est vraiment un bras de l'État. Elle fait toujours partie de l'État aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus intégrée. Et donc, il y a plein d'autorités, d'instances qui interviennent énormément dans l'économie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et la Caisse des dépôts, notre partenaire aussi. Voilà. Alors, moi, je me suis intéressée plutôt aux dimensions fiscales, c'est-à-dire l'impôt, budgétaire, les dépenses, et monétaire, comment est-ce que la Banque de France aidait à la reconstruction et à la planification. Et donc, je pense que je ne surprendrai personne en disant que c'était un État qui intervenait beaucoup à ce moment-là. Et pourtant, alors c'est un État qui est très interventionniste. Et pourtant, quand vous regardez les données aujourd'hui, notre État, l'action publique en France, elle est bien plus abondante aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Si vous regardez tout simplement les pourcentages de dépenses publiques sur PIB, on est passé de 35 à 55%. Donc c'est monumental en fait comme augmentation. Ça c'est du côté des dépenses. Du côté des impôts, on prélève beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'on faisait au sortir de la Seconde Guerre mondiale quand on devait reconstruire le pays. Et troisième élément qui est un petit peu moins connu, la Banque de France, dont on avait une représentante dans la vidéo, la Banque de France, qui encore une fois était complètement intégrée à l'action publique à ce moment-là, elle faisait partie vraiment des outils de planification, elle prêtait de l'argent directement aux entreprises à ce moment-là, aux entreprises qui étaient jugées prioritaires par le plan. Eh bien, la Banque de France, via aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, mais la Banque de France, c'est un membre de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, c'est rien du tout. C'est juste le rassemblement de plusieurs banques centrales en zone euro. Eh bien, aujourd'hui, la Banque de France, elle intervient beaucoup plus qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment très impressionnant. Elle intervient en achetant de la dette publique française, donc en prêtant de l'argent à l'État. Ça, normalement, si vous avez passé le programme de première des marchés financiers, vous devriez me dire c'est pas possible. Alors c'est juste pour tout petit arrêt là-dessus. Donc ça a été mis en place, pour vous rappeler, après la crise financière de 2008, donc faillite de Lehman Brothers, crise financière, crise de l'euro, et ça a été mis en place à ce moment-là, cette politique dite politique monétaire non conventionnelle, avec cette célèbre phrase du président de la Banque Centrale Européenne à l'époque, qui avait dit « whatever it takes », ce qui en français donne, et ça va vous rappeler quelque chose, « quoi qu'il en coûte ». Donc c'est pour sauver l'euro, enfin vu de la fenêtre de la BCE, pour sauver l'euro, on a fait marcher, on va dire, à fond la planche à billets et les aides, et notamment en rachetant de la dette d'État, ce qui n'est pas très orthodoxe. Alors c'est intéressant que vous reveniez sur le « quoi qu'il en coûte », parce que c'est exactement ça. Le « whatever it takes » que Draghi prononce en 2012, il est repris par Emmanuel Macron au moment de la pandémie, il y a exactement 5 ans. Il va nous dire « quoi qu'il en coûte, je ferai ce qu'il faut pour sauver l'économie française ». Et donc vous avez une illustration de cette action publique extrêmement forte,
Mais moi, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est où est-ce qu'elle va, cette action publique. Et donc là, on revient sur des questions très importantes. Donc Agnès Benassi nous parlait d'arbitrage. En fait, l'État, un État, il est légitime, ou en tout cas, son action est légitime s'il y a effectivement un consentement à l'impôt et un consentement à l'allocation de son action, à l'allocation à où est-ce qu'il dépense. Et donc j'ai essayé de comprendre ce qui s'était transformé en gros depuis 70 ans. Et ce que révèlent les données, c'est que, alors il ne vous aura pas échappé qu'on a un régime économique qui s'est pas mal transformé dans les années 70. On passe d'un régime économique qui pensait que l'État devait intervenir beaucoup dans l'économie, à un régime qui pense que le marché est vraiment le meilleur allocateur. Alors, des gros chocs économiques, pardon, je vous interromps encore, mais des gros chocs économiques quand même depuis 1945. Donc on a la phase de reconstruction, on a une crise au début des années 70, enfin le choc pétrolier en 73, donc une crise très importante, l'apparition du chômage de masse. Et ensuite, il y a eu d'autres fractures. On parlait de 2008. Il y a eu ensuite la crise de l'euro. Donc on a été quand même de crise en crise, ce qui explique peut-être aussi la mutation et donc que vous décriviez. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation que dans les années 50. Oui, mais c'est pas du tout ce que révèlent mes données. En fait, non, c'est intéressant, c'est que en réalité, donc, pour le dire très rapidement, cette intervention, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'avant, mais elle est moins le fruit d'une intervention publique au moment de crise. Vous avez raison, ça c'est important. Normalement, on dit un problème, une dépense. C'est un peu la façon dont sont gérées les choses en France depuis quelques décennies. Alors, ce que révèlent les données, c'est que, en fait, le surcroît d'intervention publique, vous savez, c'est ce passage de 35 à 55%. En fait, une grosse partie de l'augmentation des dépenses publiques, elle va aller évidemment dans l'amélioration de la protection sociale. On est beaucoup mieux protégé aujourd'hui que nos grands-parents. Mais elle va aussi aller vers le marché. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que cette transformation du régime économique où on pense que le marché est le meilleur allocateur des ressources, cette transformation, elle se manifeste aussi dans la transformation de l'action publique. Et vous avez un État qui va de plus en plus aider le marché, aider les entreprises. Et donc c'est hyper intéressant parce que quand vous entendez un Dominique Seux tous les matins sur France Inter à 7h45, des Échos, nous dire que à chaque fois il dit ça me fait rire qu'on dise que la France est un pays ultralibéral puisqu'elle intervient énormément dans l'économie. Oui, en fait, tous les grands pays interviennent énormément dans leur économie. C'est même le modèle néolibéral. C'est une intervention publique, mais au service du marché, au service des entreprises. Et donc voilà, pour finir là-dessus, ça se traduit par une énorme intervention de la Banque de France pour racheter de la dette, mais l'idée de racheter de la dette, c'est plutôt de stabiliser les marchés financiers, stabiliser le marché bancaire. Donc on est sur le marché. C'est énormément de niches fiscales, et donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est pas du tout discuté au moment des débats parlementaires, puisque ces niches fiscales, c'est de l'argent en moins, c'est pas de l'argent en plus qu'on dépense, c'est de l'argent en moins qu'on récolte. Donc en fait, on a une action publique qui est très très tournée vers les entreprises, mais qui ne se voyait pas beaucoup avant qu'on regarde un peu plus précisément les données. Voilà, alors dans les chocs quand même, juste, je peux me permettre, dans les chocs qu'il y a eu depuis 1945, il y a eu des crises, mais il y a eu aussi des évolutions, notamment la mondialisation, qu'on fait que la conception des marchés est quand même très différente aujourd'hui de ce qu'elle pouvait être dans les années 50. À partir de 2000, avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, on est dans une sorte de compétition mondiale où tout le monde se met à regarder la compétitivité de chaque pays. Alors ça va peut-être changer, ça on le verra dans nos mais il est certain qu'il y a eu une phase effectivement de consentement général au diktat des marchés, pour parler un peu marxiste, avec, on l'a encore vu vendredi soir, il y a une agence de notation qui s'appelle Fitch qui a passé les comptes de la France au tamis, et finalement on passe toujours à travers quand même. Donc là où on a eu un petit
un petit taquet, ça s'appelle mise sous surveillance avec perspective négative, parce qu'en France, on a une force, on en parlait, c'est quand même, l'État est assez solide, il y a une administration qui marche, c'est l'administration fiscale, donc on lève l'impôt de façon efficace, même si c'est dans les impôts les plus importants du monde quand on les compare au PIB, et il y a une forme quand même de consentement à l'impôt. Et ce que regardent ces gens-là, c'est le consentement à l'impôt. C'est-à-dire que c'est le jour où on a du mal à lever l'impôt, on va avoir du mal à lever l'impôt, enfin, en tout cas c'est comme ça que nous on l'observe de notre fenêtre, ça va commencer à être beaucoup plus compliqué. Et quand il y a eu des crises, notamment en Argentine ou en Grèce, c'est parce qu'il y avait un exil fiscal massif, tous les gens qui avaient de l'argent étaient partis et il n'y avait pas de consentement à l'impôt du tout, aucune confiance dans un État devenu corrompu, dispendieux, etc. Donc on n'en est peut-être pas encore là, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Je reviens sur ce que vous disiez sur le choc. En fait, pour le coup, les données, là, elles confirment davantage ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous disiez au départ, oui, il y a eu pas mal de crises et du coup, c'est ça qui explique l'intervention publique. Non, en fait, oui, effectivement, l'intervention publique, elle est très importante quand il y a des crises, mais la tendance de fond, elle est effectivement avec l'ouverture commerciale. C'est vraiment, et quand vous disiez dans les années 50, on avait une conception complètement différente, oui, on n'était pas du tout dans la mondialisation. En fait, dans les années 50, on était dans des pays qui avaient des frontières. Alors on avait d'autres formes de mondialisation. Il y avait le colonialisme, par exemple. Oui, tout à fait. Mais qu'il y avait donc on avait des frontières qui étaient fermées, migration, etc. Le gros choc des années, fin des années 90-2000, c'est vraiment l'ouverture commerciale. Et vous le voyez tous les jours quand vous achetez des fringues, quand vous achetez des vêtements. Moi, quand j'avais votre âge, un jean, ça coûtait 500 francs. Au moins, c'était presque 100 €. Un jean, vous en avez un à 20 €, je pense aujourd'hui, voire moins chez Shine ou autre. Et du coup, en fait, l'État, il s'est mis, l'État français comme le reste, mais l'État français en particulier, s'est mis dans cette conception-là, en se disant il faut que mes entreprises soient compétitives, il faut qu'on puisse faire face à la concurrence internationale, et donc je vais utiliser une partie des prélèvements obligatoires des ménages pour aider les entreprises. Et ça, c'est vraiment c'est pas nouveau parce que ça se faisait un peu dans les années 50, mais en revanche, ce qui est nouveau, c'est vraiment l'ampleur de ces ressources utilisées. Alors moi j'avais juste une dernière question sur par rapport aux autres, parce qu'on dit par exemple beaucoup que Musk, il a fait fortune grâce aux aides de l'État, de la NASA, aux commandes publiques, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a l'administration, l'État fédéral favorise aussi, donne beaucoup d'argent aux entreprises? Oui, clairement. En fait, encore une fois, ça s'appelle le néolibéralisme. C'est théorisé par une conférence qui se trouve qui a lieu au Mont Pèlerin juste après la guerre en Suisse. L'idée des néolibéraux, ce sont des libéraux, des gens qui pensent que le marché est important, mais en revanche qui constatent que quand même, quand on laisse uniquement le marché opérer, ça peut amener des pensées très extrêmes, voire du nazisme. Et vraiment, ils en sont convaincus. Donc, ils voient bien arriver après la Seconde Guerre mondiale le retour de l'État en force, et ça leur fait peur. Ils se disent, bon, alors d'un côté, le marché, c'est pas complètement... Enfin, ça peut amener énormément d'injustice, mais de l'autre, on ne croit pas en l'État. Et donc, ils vont concevoir une voie entre les deux qui est un État au service du marché. Et les États-Unis sont vraiment une très bonne illustration de ça. Et effectivement, Musk a bénéficié de subventions très importantes. Et les États-Unis ont même poussé ce modèle bien plus que nous, puisque c'était un État qui était relativement protecteur dans les années 50-60, et vous avez un revirement total, vous payez extrêmement cher la dépense, la santé par exemple aux États-Unis, parce que l'État s'est complètement retiré. Nous, en fait, en gros, en France, on a lutté, et on a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont extrêmement subventionnées, et ce que j'essaye d'expliquer dans mon bouquin, c'est que
la moitié des subventions va vers les entreprises les plus polluantes. Donc c'est ça qui est très gênant en fait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin l'État droit dans le mur. C'est que quand vous aidez le marché, vous aidez aussi de l'activité polluante. Mais nous, on a résisté, entre guillemets. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, le contrat social a résisté. Et donc, vous avez des deux. Aux États-Unis, il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Et c'est le marché qui a beaucoup pris. Alors, juste pour terminer, avant qu'on passe aux questions, je voulais faire un tout petit tour de table. On parlait des États-Unis. On va en parler beaucoup, hein, je pense, pendant toutes ces journées, avec cette sorte de tempête parfaite, là, ce que disait le président tout à l'heure. Le même Musk est dans une mouvance qui s'appelle les libertariens, où là, on n'est pas sur le Mont Pèlerin, sur les néolibéraux, où l'État a un rôle, mais par exemple le président de l'Argentine, Javier Milei, qui est un économiste, lui est pour la disparition de l'État. Hein. Son programme, c'est de faire disparaître la Banque centrale, par exemple, et c'est vous savez, c'est la fameuse tronçonneuse. Il a supprimé 13 ministères en 24 heures. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver en France? Est-ce qu'on pourrait avoir, où on a un pays tellement étatique que c'est inenvisageable, qui est que la haine de l'État tourne à sa disparition pure et simple? Est-ce qu'on pourrait complètement changer d'air? Alors, vaste sujet. Peut-être vous rebondissez, puisque c'est vous qui nous avez lancé sur le Mont Pèlerin. Est-ce que ces libertariens vous inspirent quoi, Anne-Laure? Parce que c'est assez récent comme pensée. Hein. Alors, ça vient du libéralisme autrichien, et puis après, ça part, c'est dans les années 50. Alors, les libertariens, vous avez dit quoi? Ce qui me suggère, ça me fait vomir, voilà, pour le dire très clairement. Ce à quoi on est en train d'assister aux États-Unis, ça n'est pas... en fait, c'est une capture de l'État au service de quelques oligarques, et c'est un régime d'extrême droite qui va capturer l'État juste pour s'enrichir soi et sans aucun... contrairement à Trump 1, où il y avait quand même une volonté de faire marcher l'économie américaine, là je crois que vraiment c'est passé à côté, quoi. Ils s'en fichent complètement maintenant. Et les États-Unis sont devenus la Russie en un mois, quoi. D'accord, voilà. Moi c'est clair. Alors maintenant, savoir si ça va venir en France, là moi j'ai très envie d'écouter les historiens pour le coup. Juste, les États-Unis, ils sont nés, la Constitution aux États-Unis, c'est né d'une révolte fiscale, hein, contre les taxes que faisait le colonisateur anglais, notamment. Les cours d'histoire nous disent que c'est sur une taxe sur le thé. Et puis on achetait dans le port c'était Boston, je crois, les paquets de thé, et puis tout est parti de là. Donc il y a on va dire une haine de l'État, hein, qui est dès l'origine. Est-ce qu'on peut comprendre, nous en France, est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il y a dans la tête des Américains, ou de ces libertariens, de ces oligarques, puisqu'on les appelle comme ça maintenant? Oui, qu'est-ce qui se passe en tant qu'historien de... Alors d'abord, pour répondre à votre première question, et ça fera un peu la suite de ce qui vient d'être dit sur la question de la monnaie. On essaye, il y a des tentatives pour essayer de faire avec le Bitcoin, et beaucoup d'autres monnaies, des monnaies qui sortent de tout contrôle étatique. Et ça, je crois que c'est un bon exemple à mener pour montrer que l'État est absolument indispensable. On voit bien les errements du Bitcoin, on voit bien les limites, on voit bien l'ouverture vers des formes de financement de trafic très illicites. La monnaie est un instrument de la souveraineté d'un pays, est un instrument de la souveraineté étatique. Il y a une équivalence entre souveraineté monétaire et souveraineté politique, et la monnaie est un des deux grands éléments, la politique monétaire avec la politique budgétaire, d'intervention de l'État et donc d'organisation. Et on ne se rend pas compte à quel point est-ce que l'État est absolument indispensable pour réguler tout un ensemble de forces économiques. Ce n'est pas seulement pour rétablir un certain équilibre social, une certaine égalité ne serait-ce que par le biais de la fiscalité, mais c'est beaucoup plus généralement pour faire que la société puisse vivre avec une certaine tranquillité, et les soubresauts terribles du Bitcoin devraient être la meilleure preuve que c'est totalement impossible d'avoir ce genre de choses.
Voilà. Alors sur la haine de l'État, ce sera intéressant de savoir ce que François en pense, parce que c'est évidemment une des grandes caractéristiques de l'époque moderne. C'est une haine qui devient presque constitutive de la société par rapport à l'État. On le voit très bien après 1750, donc avant la Révolution française, on va avoir une haine antifiscale qui se manifeste moins qu'avant, mais qui, comme Jean-Nicolas l'a bien montré, reste extraordinairement forte pendant tout le XVIIIe siècle. Hein, la haine contre la ferme générale, contre les gabelous, tout ça, c'est des choses qui existent. Mais c'est la même chose du côté des parlementaires, qui détestent l'État et ses ambitions fiscales. On a vraiment l'impression que l'État doit s'imposer à un corps social qui n'en veut pas. Même si chaque composante du corps social a intérêt, finalement, à ce que l'État réellement puisse s'imposer. Je pense que la vraie difficulté de l'action de l'État, elle est là. C'est dans cette contradiction entre un refus parce que mon intérêt personnel s'y oppose, mais que si l'État s'impose, finalement, va créer une société qui sera une meilleure société que celle que l'on vit actuellement. Voilà, alors François, donc entre le moment de la création de l'État et la Révolution française, donc c'est l'aboutissement de la haine de l'État tel qu'il était sous l'Ancien Régime, contre les gabelous, les fermiers généraux, etc. Et tout ce système, pour passer à un autre système, il y a quelques siècles quand même qui se passent. Aujourd'hui, alors là c'est plus en tant que citoyen, historien, vous croyez qu'on en est où dans le process de haine de l'État? Est-ce que tout peut exploser? On peut se retrouver avec une nouvelle révolution, des gilets jaunes ou je ne sais quoi, ou des gueules, hein, puisque c'est le nouveau mouvement là, contre l'interventionnisme étatique automobile. Je serais bien mal placé pour répondre, mais non, je pense qu'il y a un relatif consentement à l'État. Aujourd'hui, on est toutes et tous très heureux d'avoir notre carte vitale et de pouvoir bénéficier d'un des meilleurs systèmes de soins au monde. Mais en tout cas, pour replacer ce rapport à l'État et cet État qui se formalise tout au long de l'époque médiévale et de l'époque moderne, ce que disait Jean-Yves, effectivement, on glisse d'une personne qui est la personne du roi, sa maison, à un État qui va tendre à devenir de plus en plus cette structure abstraite qui s'ébauche finalement au XVIIIe et surtout XIXe siècle. Et en fait, dès le début, dès que cette question du consentement et de la communauté politique qui se forme se fait jour. Là, on peut changer et passer des monarchies, par exemple, aux cités italiennes. On peut penser, par exemple, à la ville de Sienne. Quand vous allez, si vous avez la chance d'aller à Sienne, dans le palais municipal de Sienne, on a une fresque qui va vous présenter le bon et le mauvais gouvernement. Et déjà, la communauté, quand elle se représente au milieu du Moyen-Âge, eh bien, elle a conscience que cet État peut être néfaste, ou tout du moins peut faire l'objet de critiques et doit parfois être aussi surveillé. Cette idée de monarchie qui naît au Moyen-Âge, eh bien, elle a aussi un pendant négatif, c'est celle de la tyrannie, celle où le roi gouverne, mais ne va pas suivre la parole de son conseil. Voilà, alors c'est pas donc l'État a toujours une part d'ombre, on va dire, de détestation. Ça fait un peu partie aussi de puisqu'il a le monopole de la force, de la contrainte, il est plus ou moins accepté et tout dépend de qui le dirige. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire circuler un micro. Il nous reste 8 minutes. S'il y avait une ou deux, si quelqu'un veut se lancer pour poser une question, ou ici ou à distance. Alors, qui se lance pour la première? Pierre Pascal, tu veux pas nous poser une question? Allez. Ça marche, ça? Oui. Alors, peut-être pendant que vous préparez les questions... Ah ben, il y en a une. Ah, on a une question. Alors, moi, j'allais juste ajouter que... Allez-y. Pendant que le micro circule. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça peut arriver en France? Finalement, on n'a pas répondu, là. Vous nous avez quand même inquiétés, hein.
Non, mais comment ça peut arriver? Je ne sais pas si ça peut arriver, mais comment ça peut arriver? Ça peut arriver en confortant cette méfiance vis-à-vis de l'État. Si on n'a pas de contrat social, si on n'a pas de consentement et de sentiment du collectif, alors effectivement on nourrit la défiance vis-à-vis de l'État. Et donc il y a un parti, je pense, qui le manifeste, qui l'illustre. Ça n'est pas le RN, c'est celui de Zemmour aujourd'hui. Dans le Rassemblement national, on sent qu'il y a qu'on tergiverse entre justement un État fort et une méfiance de l'État. Mais vous avez les graines pour ça en France. Et ce qui vient de se passer aux États-Unis, ce basculement en un mois dans un État fasciste, ça devrait nous faire réfléchir sur le fait qu'ils ont des institutions qui paraissaient solides et qui ont basculé en un mois. Voilà, donc un pays, quand même, somme toute, enfin, c'est très prétentieux, mais vis-à-vis de notre histoire, qui est quand même qui a quelques siècles de moins, un État qui était peut-être plus light, on va dire, et qui était devenu très important après la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt, etc., et qui s'est ensuite, il y a eu Reagan, il s'est réduit, et là, il est fissuré de partout. Hein. Alors, une question. Bonjour. Et alors, madame, où est-ce que vous êtes? Ici. Ah voilà, super. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre lycée? Et on est dans le lycée ENC Bessières. Ok. On fait une prépa ATS. Ok, très bien. Alors, votre question? Et j'avais une question pour madame Anne-Laure. Vous avez parlé à un moment de Draghi. Il est très parlé, on parle beaucoup de lui en ces moments. Et je voulais savoir pourquoi et quel est son rôle en ces moments avec tout ce qui se passe en matière de géopolitique. Alors, Draghi, il a fait un rapport il y a 6 mois donc, sur la compétitivité, donc c'est vraiment votre sujet. Et tout le monde en parle, à tel point qu'à Challenge, on l'a traduit, enfin des extraits, hein, il fait 400 pages, on l'a traduit pour le diffuser parce qu'effectivement, il est, quoi qu'on en pense, il est extrêmement important et sa parole, il y a beaucoup de rapports, vous savez, qui sont enterrés, mais pas celui-là. Hein. Alors Anne-Laure, qu'est-ce que vous pensez de M. Draghi? Vous en avez parlé un peu au moment du quoi qu'il en coûte. Ah oui, moi j'ai parlé du Draghi qui est le même, hein, mais du Draghi de 2012, quand il est gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Et là, j'imagine que vous parlez donc du Draghi du octobre 2024 Draghi, ouais. et du rapport. Donc c'est le Draghi qui va dans le prolongement du Letta, Enrico Letta. Donc vous avez quelques rapports publics européens comme ça qui vont marquer l'histoire de l'action européenne. Je crois que, donc le rapport Draghi, il est intéressant, il donne pas mal de solutions. En gros, la question qu'il pose, c'est comment est-ce qu'on peut être plus compétitif? Parce que les Européens se sont réveillés il n'y a pas très longtemps en se disant mais en fait, on a une croissance qui est beaucoup moins importante que celle des États-Unis, on a un problème de productivité. Et vraiment très concrètement, pour ceux qui ont la chance de voyager, si vous allez à New York, vous pouvez à peine vous payer un sandwich aujourd'hui. C'est très très cher. Les États-Unis sont devenus un pays très cher. Et en fait, c'est une manifestation du fait qu'ils ont eu beaucoup d'inflation, mais aussi qu'il y a eu une croissance plus forte au cours des 10 dernières années. Et du coup, Draghi essaye de donner des solutions. Et il y a des solutions qui sont intéressantes et il y en a d'autres qui vont vraiment dans le prolongement de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tourner l'action publique et les ressources de l'État vers le marché. Et donc voilà, moi je ne suis pas toujours complètement en ligne avec ceci. Voilà, hein, donc c'est effectivement dans ce rapport, vous verrez, il est en anglais, mais il est gratuit sur Internet. Et il y a des graphiques assez impressionnants. On voit par exemple un indicateur qui est le PIB par habitant. On voit qu'on est largué par les États-Unis. Après, est-ce que c'est si grave ou pas? Est-ce que ça vaut 110 milliards de dépenses supplémentaires dans le budget français ou pas? C'est des débats qui sont ouverts. Est-ce qu'on a une autre question? Alors, jeune homme, vous avez un micro, super. Oui, bonjour. Merci pour vos différentes interventions, c'était très intéressant. Alors, votre lycée, c'est le même? C'est le même, le ENC Bessières, oui. J'aimerais bien revenir sur la question du consentement de l'impôt.
et notamment avec la fuite fiscale dans certains pays. Est-ce qu'il y a un risque qu'en France, il se passe la même chose? Est-ce que c'est déjà le cas? Par exemple, il y a quelques dirigeants qui ont pris la parole il y a quelques temps sur les augmentations d'impôts des différentes entreprises. Voilà, est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet? Alors peut-être on peut l'approcher avec une perspective historique. Est-ce qu'il y a eu des grands mouvements, est-ce que la France a été victime de grands mouvements d'exil comme ça, des personnalités fortunées qui ne voulaient pas payer? J'ai pas l'impression... Évidemment, il faut qu'il y ait un système fiscal suffisamment efficace pour qu'on puisse parler de fuite fiscale. La grande période d'exil fiscal, ce serait au moment de la Révolution française avec les immigrés. Mais le facteur politique joue un rôle c'est plus que de la pression fiscale. Hein. C'est confiscation générale de ses biens. Et puis, on peut se faire couper la tête quand même, on comprend. Ouais. Sinon, pour la question du consentement à l'impôt, c'est toujours désagréable de payer des impôts. Dans tout pays, il y a des problèmes de fuite fiscale, il ne faut pas se leurrer. Mais au moins pour l'époque moderne, et ce serait la même chose d'ailleurs en Chine pour la même époque, le problème c'est la révolte fiscale, c'est-à-dire des assujettis qui ne veulent pas payer l'impôt parce que... Voilà, y compris les riches, puisque vous parliez des aristocrates, toute l'histoire de l'Ancien Régime est marquée par une fronde. Il y a même eu un mouvement qui s'appelait la fronde, des aristocrates contre le roi, parce qu'ils considéraient que ça suffisait, ils se battaient, et ça suffisait. Ils se battaient, d'une part. D'autre part, pour que l'impôt soit efficace, il faut que l'État connaisse vos revenus et voir votre fortune. Et là, il y a eu des discussions très fortes, très intéressantes. C'est que une partie de la population aisée parlait du secret des familles et que l'État n'avait pas à rentrer dans le secret des familles. L'État n'a pas à savoir combien je gagne. L'État n'a pas à savoir quelle est ma fortune. Or, tous les impôts qui vont être mis en place à partir de 1695 avec Louis XIV, quand vraiment il y a des problèmes fiscaux, c'est des impôts qui nécessitent une connaissance forte par rapport à l'État. Et ça renforce cette question de parler d'impersonnalité de l'État fiscal qui est un État inquisiteur. Ça, c'est une littérature qu'on retrouve extrêmement forte à l'époque moderne. Je ne sais pas si c'est la même chose pour le Moyen-Âge. Non, à l'époque médiévale, c'est peut-être beaucoup moins mis en avant, mais par contre, cette question de la connaissance tout simplement des sujets, des regnicole, des gens qui vivent dans le royaume de France, par exemple, c'est vraiment un enjeu. Dès 1328, eh bien, on a des enquêtes dans tout le royaume pour connaître le nombre de sujets qu'on a dans le royaume. C'est pas pour faire des belles stats INSEE, c'est simplement pour prélever au plus juste l'impôt et déterminer l'assiette fiscale au sein de chaque communauté. Voilà, alors vous disiez tout à l'heure que cette vision du continent européen avec ses moyennes puissances qui ne cessent de se battre entre elles, si on se met sur une perspective long terme, il y a toujours une concurrence à l'intérieur de l'Europe, et notamment une concurrence fiscale, puisque la fiscalité, elle n'est pas européenne, ou en tout cas très partiellement, elle reste souveraineté nationale, et donc effectivement, à partir du moment où, par exemple, Madame Meloni va faire des cadeaux fiscaux aux gens les plus fortunés, ce qui est le cas depuis quelques années, et ben, il y a une tentation pour certains de partir, ça est là-bas. Mais c'est très compliqué et on peut faire confiance au fisc français pour essayer de réduire le phénomène. Il y a toutes sortes de complications qui sont créées, le quitus fiscal, etc. Donc voilà, pour moi, le sentiment, c'est que c'est assez marginal. Il y a peut-être eu ce mouvement-là, par exemple, en 1981. Mais vous voyez, par exemple, M. Bernard Arnault, il était parti aux États-Unis en 1981 et il a fait mine de vouloir partir en Belgique, mais ça ne s'est pas bien passé du tout. Évidemment, il est resté en France. Hein, donc c'est peut-être un signe. On termine là-dessus. Merci encore une fois tous les trois. Merci de vous être prêtés au jeu et à l'exercice pas compliqué. On a forcément survolé, mais quelquefois quand on survole, on voit les gros reliefs, les choses qui ressortent, et c'est ça qui était absolument passionnant. Merci à toutes et à tous pour votre attention.